Alors même si l'actualité est très riche, on va prendre un tout petit peu de perspective, mais on reste néanmoins attaché au dernier discours du président de la République, Emmanuel Macron, discours qu'il a tenu à Sarrebruck, m'avez-vous dit... le 3 octobre, vendredi dernier. Pour l'anniversaire de la réunification de l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne s'est réunifiée le 3 octobre 1990, et donc le président français est allé là-bas pour parler, entre autres, des relations entre la France et l'Allemagne. C'est un sujet sur lequel nous allons revenir avec Ulrike Reisner, que ceux qui suivent cette chaîne connaissent bien. Nous publions un petit livre sur l'Allemagne de M. Merz, les conditions dans lesquelles Merz a été élu et les conclusions qu'il faudrait en tirer pour la France d'ici quelques jours, 2-3 semaines au maximum. Donc ça sera l'occasion d'en reparler. On va devoir reparler aussi de l'idée folle d'Emmanuel Macron d'étendre la dissuasion nucléaire à l'Allemagne. Il va falloir en reparler, mais là je pense que c'est important d'insister sur un élément du discours de Macron à l'université de Sarrebruck, sur tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux et la démocratie. Alors vous êtes vous-même très présent, de plus en plus en tout cas, sur les réseaux sociaux. Donc je m'interroge, êtes-vous haineux, complotiste, avec des troubles mentaux, emporté par le bruit et la fureur qui l'emportent sur la réflexion? Dixit Emmanuel Macron. On s'interroge. Oui. Oh, je dois être tout ça à la fois, moi. Le bruit et la fureur, j'aime bien, oui. Puis les émotions négatives qui l'emportent sur les émotions positives, ce qu'il a dit aussi. Ouais. Non, c'est à la fois scandaleux et passionnant à observer ou à écouter. Alors, où est le scandale? Le premier scandale, c'est que Emmanuel Macron, président de la République française, allait s'adresser à l'Allemagne qui fêtait sa réunification. J'ai pas besoin, peut-être que Macron aurait besoin d'un cours d'histoire. L'Allemagne au XXe siècle, ça a été des républiques démocratiques, mais ça a été aussi deux régimes de type totalitaire, à savoir le nazisme, ce qui n'est pas un petit morceau, et la République démocratique allemande, un régime de type soviétique. Bon. Et le président français en 2025, 35 ans après un événement qui a réjoui toute l'Europe, et qui a réjoui l'Allemagne, mais toute l'Europe, à savoir la révolution est-allemande qui s'est débarrassée d'un système de type soviétique, la réunification des deux Allemagnes, eh bien Macron ose aller faire l'éloge de la censure et de la dictature et des atteintes à la liberté d'expression. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça signifie de la part d'un président français. Quand De Gaulle est allé en 62 en Allemagne, il a dit aux Allemands: vous êtes un grand peuple, vous êtes en train de vous redresser des terribles épreuves que vous avez infligées à l'Europe et que vous vous êtes infligées à vous-même, et il les a hissées vers le haut. Là, ce que fait Macron, c'est qu'il tire les Allemands et toute l'Europe vers le bas, en disant: nous allons devoir censurer pour défendre quoi? Alors il prétend que c'est pour défendre la démocratie. En fait, si c'est les démocraties populaires au sens où la République démocratique allemande en était une, c'est peut-être ce qu'il veut dire, hein, mais non, la chose terrible, c'est qu'en fait, il a choisi Sarrebruck, avec en plus une présence française ancienne à Sarrebruck, et il a choisi Sarrebruck pour dire nous devons mettre en place une sorte de dictature de l'opinion. Pour moi, c'est absolument gravissime. Oui, c'est d'autant plus étonnant que Macron se réclame donc de la liberté d'expression bafouée, et on voit quand même ce qui se passe en France aussi, parce que nous avons l'Arcom, dont on connaît les derniers scandales, puis les grands directeurs de médias en France, enfin les personnes qui les possèdent en tout cas, appartiennent quand même pour l'ensemble à son entourage plus ou moins proche. Donc le discours de Macron qui quand même vise le contrôle des réseaux sociaux nous paraît assez surréaliste. Vous avez tout à fait raison, il y a deux choses à souligner. La première, c'est que nous avons des médias établis en France qui sont
d'abord possédée par un petit nombre d'industriels ou de dirigeants de très grandes entreprises ou d'empires économiques qui, dans le moins qu'on puisse dire, c'est que leur préoccupation première n'est pas la liberté de l'esprit. C'est éviter d'avoir d'abord des choses qui soient dites contre eux, et ensuite c'est contribuer à un consensus, qui est le consensus, on va dire, qui a été pendant longtemps le consensus mondialiste occidental, et aujourd'hui, alors ils sont un peu plus prudents, donc il y a un tout petit peu de pluralisme, mais globalement, quand on voit comment, par exemple, CNews s'est totalement aligné sur le discours israélien concernant Gaza, on se dit il n'y a pas beaucoup de liberté, c'est pas de là que va venir la liberté. Alors ajoutons quelque chose d'important, c'est que la plupart de ces médias sont subventionnés massivement par l'État. C'est-à-dire que même s'ils sont possédés par des capitaux privés, en même temps, les propriétaires de ces journaux acceptent des subventions de l'État qui font qu'il n'y a plus de liberté et qu'au fond, la plupart de nos grands quotidiens, la plupart de nos journaux télévisés sont simplement des services de presse du gouvernement. Alors c'est original d'ailleurs, on est dans un pays où on a, je ne sais pas, 15, 20, 25 services de presse différents du gouvernement, donc vous avez le choix, vous avez votre présentateur ou votre présentatrice préférée, puis vous pouvez faire le choix d'après la météo après tout, parce que c'est peut-être ça qui va vous déterminer, et donc ça c'est le premier point. Oui, donc on a le service public, et puis d'un autre côté, donc avec Delphine Ermotte, et de l'autre, on a une presse subventionnée. Voilà, c'est ça. Mais le pire, c'est que il n'y a pas que le service public, c'est qu'en fait on a deux services publics. Je suis bien d'accord avec cette description. On a un service directement public, dirigé par Madame Ernotte, qui apparemment d'ailleurs est dans des turbulences à cause de sa mauvaise gestion depuis des années, mais elle a été renouvelée par Emmanuel Macron alors que beaucoup disaient qu'il ne fallait pas la renouveler. Et l'affaire Cohen-Legrand. On a tout ce type d'exemples, des journalistes qui, dans une conversation privée, qui malheureusement pour eux a été enregistrée, avouent qu'ils servent certains politiques plutôt que d'autres. Mais le pire, c'est qu'on a un service privé qui est faussement privé, des médias, puisqu'en fait, il s'aligne sur de grands intérêts et surtout, il accepte de l'argent de l'État. Et alors, en face de ça, les réseaux sociaux, c'est le seul espace de liberté. C'est ça, il faut bien le dire. C'est le seul espace de liberté. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est en colère contre les Américains et les Chinois qui ont créé les grandes plateformes. Mais enfin, on est dans un paradoxe, c'est que ni la France ni l'Europe n'ont été capables de faire émerger de grandes plateformes de réseaux sociaux qui est la puissance de ce qui se passe aux États-Unis ou en Chine. Et donc, bah oui, l'information, les gens vont la chercher sur TikTok, qui était libre jusqu'à récemment, on va voir ce que ça donne depuis le rachat aux États-Unis, ou sur X, ou sur d'autres plateformes. Et alors, quand même, Macron se paye la tête des Français. Est-ce qu'on aurait eu l'information sur le conflit des Gilets jaunes si on avait juste regardé BFM TV et LCI et quelques autres? Est-ce qu'on aurait eu la vérité sur les absurdités du confinement, sur la dangerosité des injections Pfizer et Moderna si on n'avait pas eu les réseaux sociaux? Est-ce qu'on aurait pu se faire des idées exactes de ce qui se passait vraiment en Ukraine si on n'avait pas les réseaux sociaux et Internet? Oui, vous avez parlé de Pavel Durov dernièrement, oui, dans une de nos vidéos. Donc on voit à quel point Macron, je crois qu'il a appelé directement, à essayer de faire pression sur les élections en Moldavie. Oui, alors Durov dit que ce sont les services de renseignement français, les services français qui sont venus le voir. Oui, ça tire mieux la route. Mais il faut se rappeler que Macron a, de manière perfide, fait arrêter Pavel Durov après l'avoir invité à dîner à l'Élysée. Il le fait cueillir en bas de son avion.
et on ne l'emmène pas à l'Élysée, on l'emmène en garde à vue pour 2 jours, pour lui expliquer que s'il ne donne pas un certain nombre d'éléments, d'informations sur sa plateforme, ou s'il ne change pas un certain nombre, s'il ne modère pas mieux les contenus de sa plateforme, il aura un procès en France. Donc, oui, c'est un rapport à la liberté de la presse qui pose question, en effet. Bon, et alors, l'exemple de Telegram est très bon, puisque si on regarde la guerre d'Ukraine, c'est là-dessus qu'on a les canaux ukrainiens et les canaux russes, sans restriction aucune des deux côtés, et qui nous ont permis au début de la guerre de comprendre ce qui se passait, en les comparant. Et puis, le dernier exemple le plus flagrant, c'est bien évidemment la guerre de Gaza. C'est le génocide des Palestiniens à Gaza. Il est évident que sans les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu une telle mobilisation mondiale comme celle que nous avons actuellement. Et surtout, les images, nous les avons eues grâce aux réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux que les Palestiniens qui survivent comme ils peuvent à Gaza peuvent communiquer avec le monde extérieur. Nous connaissons tous des gens dans nos entourages qui ont donné de l'argent à des familles palestiniennes grâce à X, grâce à WhatsApp, grâce à des réseaux sociaux. Nous avons tous des exemples de gens qui échangent avec des Palestiniens sur place. Nous savons très bien que si Israël a fait tuer 250 journalistes, a tué directement 250 journalistes sur place, alors que les journalistes étrangers n'avaient pas le droit d'entrer, mais des journalistes palestiniens, c'est précisément parce que c'était des gens qui faisaient sortir les vidéos et les photos vers les réseaux sociaux du monde entier. Donc quand Macron nous explique qu'il faut supprimer les réseaux sociaux, il veut donc nous faire régresser massivement. Il veut nous ramener à un âge de contrôle de l'information. Oui, et déjà auparavant, Breton, à la Commission européenne, s'était attaqué aux réseaux sociaux avec la volonté de les réguler. Oui, alors on peut aimer ou ne pas aimer Elon Musk, c'est pas la question. Elon Musk, lorsqu'il a racheté X, il a rendu de la liberté à une plateforme qui était trop contrôlée par les intérêts du Parti démocrate américain et des idéologies afférentes. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais quand on entend Emmanuel Macron dire « c'est terrible, si nous ne régulons pas, si nous ne contrôlons pas les réseaux sociaux, nous allons avoir des extrémistes, des complotistes, comme sur tous les autres continents », c'est tout simplement une honte. C'est une honte d'abord parce que ça insulte le reste du monde. Mais ça, Macron nous a habitués à jouer contre son camp, à marquer des buts contre son camp en insultant régulièrement les Africains, les Latino-Américains, les Russes, les Chinois et d'autres. Mais en plus, c'est une honte puisque s'il y a un endroit où les débats démocratiques ne sont pas menés de manière sereine, c'est en Europe. Regardez, on parlait la semaine dernière des risques d'interférence pour les élections en Moldavie. On a parlé de la Roumanie. Regardez l'Allemagne où précisément on essaye de marginaliser, voire d'interdire le parti de l'AfD et on essaye de faire taire le parti de Mme Wagenknecht. Et puis regardez le débat français. Qu'est-ce que serait le débat français si on n'avait pas les réseaux sociaux? Or, Dieu sait qu'on est soumis à des pressions sur ces réseaux depuis que Macron est au pouvoir. Merci beaucoup Édouard, nous allons rester particulièrement vigilants pour continuer à avoir le droit de nous exprimer librement dans ce pays. Alors je pense que ça nous amène en fait à un débat fondamental qui est celui de il faudra qu'on en parle en tant que tel, qui est celui de la démocratie. C'est-à-dire, j'entends beaucoup de gens dire « Non, mais de toute façon, la démocratie ne fonctionne pas, ou elle ne marche pas, ou il y a une tendance idéologique aussi chez les conservateurs, ça veut dire qu'il faut inventer de nouveaux types de régimes. » Non, ce qui se passe en ce moment, c'est un grand réveil démocratique. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. On a voulu renommer Bruno Le Maire au gouvernement et on voit bien que ça a été un tel tollé que donc il y a eu un peu de démocratie qui s'est exprimée. Mais regardez ce qui se passe sur la Palestine. C'est absolument incroyable. Les manifestations cette fin de semaine en Italie, aux Pays-Bas, en France, il y en a eu aussi dans tous les pays du monde. Et il y a un grand soulèvement démocratique qui est en train d'avoir lieu dans le monde et c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faudra qu'on en reparle par exemple la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.